Bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le député Philippe Gomes, tête de liste Calédonie Ensemble dans la province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette campagne pour les provinciales du 12 mai. Première question, pourquoi avoir fait durer le suspense comme ça sur la tête de liste? On savait que ce serait vous finalement. Non, il n'y avait pas de suspense, ou du moins ça a été perçu comme un suspense et ça n'en était pas un. Non, ce que nous souhaitions faire à Calédonie Ensemble, c'était mettre en valeur une nouvelle génération. Et donc, à partir du moment où on parle de la tête de liste, où tout se catalyse sur la tête de liste, on a du mal à faire en sorte que cette jeune génération soit éclairée comme elle le mérite. Or, avec un deuxième et un troisième de liste qui ont 30 ans, comme Nicolas Metzdorf et Annika Aizé, comme 6 autres trentenaires dans les 30 premiers, je pense bien évidemment à Nina Julier, je pense aussi à Emmanuel Cac, brillantissime ingénieur agronome, je pense à Jérémy Atiti, à Manina Teay et à beaucoup d'autres encore. Voilà, on voulait dire il y a une jeune génération calédonienne diplômée, talentueuse, qui mérite d'être mise en lumière, et donc parlons moins de la tête de liste et plus d'elle. C'est ce qu'on a essayé de faire. Sans faire la pub des autres listes, vous ne trouvez pas que c'est un peu une constante de ces élections, que toutes les listes pratiquement ont trouvé des jeunes Calédoniens diplômés de bon niveau? Écoutez, il y a beaucoup de jeunes Calédoniens diplômés de bon niveau. Si c'est ça que vous voulez me faire dire, je le confirme. Vous savez, il y a 9000 étudiants aujourd'hui calédoniens qui suivent des études supérieures en Nouvelle-Calédonie comme à l'extérieur. Moi, je peux vous parler de celles et ceux avec qui nous faisons chemin à l'occasion de ces élections. Je peux vous dire que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sont non seulement brillants, mais engagés dans la vie de la cité et souhaitent véritablement construire leur pays, mettre leur talent à la disposition du pays, et c'est ça qui, à Calédonie Ensemble, nous touche, et puis qu'on a essayé de mettre en lumière. Vous savez, moi je souhaite tuiler, je souhaite pas rester comme une sorte de mausolée pour les années à venir. Je souhaite faire en sorte qu'avec une génération intermédiaire, je pense à Philippe Dunoyer, et puis avec une jeune génération, celle que je viens de citer, on puisse demain faire en sorte que Calédonie Ensemble continue à porter les valeurs et les idées qu'il a toujours portées. Mais vous avez tenu quand même à conduire la liste. Philippe Michel, le président sortant, aurait été légitime pour le faire aussi. Philippe Michel aurait pu parfaitement conduire cette liste. Il a tous les talents, notamment le talent de la pédagogie et de la synthèse, de l'explication, de l'intelligence. Philippe Dunoyer est un député brillant. Donc la question, elle s'est posée d'une autre manière. C'est-à-dire qu'effectivement, on était 3 au moins à pouvoir tirer cette liste. Et au bout du compte, quand on a vu que c'est Paul Niaoutine qui tirait la liste dans le Nord, que c'est Daniel Goa qui tirait celle de Lucé dans le Nord, que c'est Rocco Mitan qui repartait pour un tour dans le Sud, on s'est dit, cette génération-là, qui est la génération des accords, qui a accompagné le processus politique engagé depuis 30 ans, elle a vocation à également assumer la sortie de l'accord, à organiser la sortie de l'accord, et j'en fais partie. Et donc à partir de ce moment-là, il a semblé plus légitime que ce soit moi qui tire cette liste à ce titre-là. Mais effectivement, il y a d'autres talents de Calédonie Ensemble qui auraient pu assumer cette responsabilité. Parmi les départs, celui de Philippe Germain, c'est une volonté de sa part, ou vous l'avez un peu exfiltré parce qu'on sait que il n'a pas forcément une grande popularité du fait notamment de la politique économique qui a été menée peut-être? Philippe Germain, il a fait un travail remarquable. Et comme toujours, c'est avec le recul du temps qu'un jugement objectif, un jugement de valeur objectif et positif pourrait être posé sur le travail qui a été accompli ces 4 dernières années. Vous savez, être président du gouvernement, je l'ai été 2 ans. J'en ai pas gardé un souvenir extraordinaire. Vous êtes dans une équipe de 11 personnes. Sur ces 11, vous avez vocation à en être le capitaine, mais vous avez choisi que 3 membres. Il y en a 8 autres qui vous sont opposés. Et dans ces 8, Elisabeth Noir, comme vous le savez, il y en a un certain nombre dont le travail essentiel est d'où savonner la planche. Donc, dans ce cadre-là, c'est déjà une équipe très difficile à faire jouer. Et puis en plus, dans cette équipe, vous avez 2 sensibilités qui sont pas toujours susceptibles de se conjuguer, les indépendantistes et les non-indépendantistes, et l'ensemble des décisions doivent être prises de manière collégiale. Il y a un gouvernement dans le monde comme ça, c'est le gouvernement d'Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, avec Mandela et de Klerk. Ça a duré 3 ans. Et nous, c'est notre système. Alors c'est obligatoire que ce soit notre système par rapport à l'histoire du pays, par rapport à la sensibilité indépendantiste, mais c'est quand même un système qui est extrêmement difficile. Mais donc vous avez tout de même trouvé que Philippe Germain était peut-être pas en position aujourd'hui de figurer sur votre liste? Et puis non. Et autre chose que Philippe Germain a dû assumer, c'est une conjoncture politique et économique extrêmement difficile. Politique, on était dans une mandature où il y a eu le référendum du 4 novembre qu'on attend depuis 30 ans. C'était pas une masse affaire à gérer. Et économique, parce que c'était à la fois la fin des grands chantiers, 8 milliards de dollars par usine pendant 10 ans, ça crée quand même de l'activité, et tout ça s'est arrêté en 2014. Et puis une conjoncture nickel internationale qui était pour le moins atone, voire dépressive. Je rappelle que le cours est tombé à 3,60 $ à la fin de l'année 2015. Donc assumer tout ça avec une équipe
constitué comme je viens de l'indiquer, il fallait avoir la tripe, il fallait avoir le mental. Il a eu à la fois la tripe et le mental pour faire Donc, à vos yeux, il n'a pas démérité. Non, il n'a pas démérité. Et 4 années à la tête du gouvernement, je comprends tout à fait qu'il ait besoin de prendre un peu de recul et de se retrouver. Cela étant, on n'insulte pas l'avenir, mais c'est une séquence qui s'achève et il faut la prendre en considération. Vous parlez de la génération de l'accord, du fait qu'effectivement un certain nombre de chez les indépendantistes, les têtes de liste soient des signataires presque tous. Il n'y a pas eu de l'impatience de la part de vos jeunes élus? Il n'y en a pas qui ont été tentés de vous pousser vers la sortie? Je dis souvent dans les meetings, regardez, je me tourne et je montre le nombre de poignards que j'ai dans le dos. Non, plus sérieusement, vous savez, l'impatience, moi j'étais très impatient, j'étais un jeune homme impatient. J'ai été élu au Congrès, j'avais 29 ans, j'ai été élu maire, j'avais 30 ans, j'ai été le Benjamin dans la quasi-totalité des assemblées. Donc je comprends l'impatience. Et si jeunesse, ça se conjugue pas avec impatience, quand se laisse que l'impatience se conjugue avec un âge de la vie. Donc c'est normal, cette impatience. Il faut faire attention à une chose, moi je suis très sensible à ce sujet-là, c'est ne pas carboniser les jeunes talents. Je m'explique, la politique c'est un métier difficile, c'est de plus en plus compliqué, on est de plus en plus exposé, de plus en plus critiqué, il y a de plus en plus un fossé entre le peuple et la classe politique. En métropole, il y a un sondage, 90% des Français sont favorables à la suppression de la moitié des députés. On sait dire un petit peu l'opinion que le peuple peut avoir des politiques. Je vais vous en donner une autre qui m'intéresse beaucoup. Il y a un sondage qui était paru dans l'Express il y a maintenant une quinzaine d'années de ça. C'est sur l'utilité sociale des métiers. Quels sont les métiers les plus utiles? 20 métiers qui étaient sondés. Et donc le métier numéro 1 qui arrivait pour les Français, le plus utile, c'était instituteur. Le numéro 2, c'était infirmière. Sur 20, hommes politiques, ça arrivait 18e, juste derrière prostituées, c'était 17e. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et les journalistes n'étaient pas loin non plus. Les journalistes étaient, je crois, juste derrière nous, Elisabeth Noir, mais vous avez lu le même sondage que moi. Un peu de vent, non, mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on a du talent, lorsqu'on a du désir et qu'on est un jeune homme ou une jeune femme engagée en politique, il faut qu'on puisse accéder aux responsabilités au fur et à mesure de l'assise qu'on arrive à construire. Si on va trop vite et trop fort, on risque de se brûler. Et donc voilà, c'est cette montée en puissance qu'il faut organiser, que j'essaye d'organiser avec une nouvelle génération comme Annie Coisé, comme Nicolas Metzorf, comme Nina Julier, et que je souhaite organiser ensuite avec Emmanuel Cac, avec parce que vous êtes sur le devant de la scène depuis au moins 2004. Vous ne craignez pas un peu l'usure du pouvoir? Vous ne croyez pas que le phénomène de dégagisme qu'on voit partout dans le monde... Mais bien sûr, je ne suis pas à l'abri de l'usure du pouvoir, et puis on est dans une société de consommation, donc de consommation quasiment compulsive. Et donc on zappe des chaînes de télé, on zappe ses vies affectives, on zappe les réseaux, et donc on zappe aussi encore plus les hommes et les femmes politiques. Donc oui, clairement, je ne suis pas aveugle, je sais bien que au bout d'un certain nombre d'années d'exposition, le peuple a besoin de chair fraîche et a besoin d'hommes politiques ou de femmes politiques qui soient renouvelés. Donc ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette liste, c'est un peu ça, c'est-à-dire sur les 22 places considérées comme éligibles, on a 11 nouveaux et 11 anciens. Dans les 11 anciens, on a je dirais une ossature de personnes aguerries, j'en ai parlé, Philippe Dunoyer, Philippe Michel, mais aussi je pense à des gens comme Monique Millet, comme Hélène Yekawé, comme Corinne Voisin, qui sont avec nous de longue date. Et puis on a toute une nouvelle génération, Magali Magno-Alalo, Emmanuel Cac dont j'ai déjà parlé, Jérémy Atiti, Manina Teaï, et d'autres encore. Je pense à des personnalités de la société calédonienne qui viennent apporter leur expertise et leur légitimité à notre liste, comme Pierre Ferban, qui est un garçon exceptionnel, ou comme Joseph Chaillet, qui est un monument à la fois du tour cycliste et Jean Caïs, c'est un peu surpris. Alors Jean Caïs, vous savez, ça est-ce que vous faites toujours un peu ce mélange où il y a des personnalités qui franchement sont plutôt connues dans le milieu indépendantiste ou pour leurs engagements indépendantistes? Jean Caïs, c'est quelqu'un... Il y en a eu toujours sur vos listes. Non, mais je vais vous dire quelque chose, Elisabeth Noir. On va parler très franchement. Jean Caïs, c'est quelqu'un, et vous allez le découvrir, il est exceptionnel. Jean Caïs, je l'ai découvert il y a 3 ans à l'occasion d'une réunion à Boulou-Paris. J'ai pas dit qu'il n'était pas exceptionnel. Je parlais de ses orientations politiques qui parfois pour expliquer le chemin que j'ai accompli avec Jean. Jean Caïs, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je l'ai rencontré dans une réunion qu'on tenait au Paillote de la Wengui à Boulou-Paris. Il était venu écouter parce que c'est quelqu'un de curieux. D'ailleurs, il ne serait pas à Calédonie Ensemble aujourd'hui s'il n'était pas curieux. Jean Caïs a effectivement un parcours de sensibilité indépendantiste, comme beaucoup de gens de sa génération. Je rappelle qu'il a 44 ans, Jean. Mais il a surtout un parcours de coutumier. Ça fait 20 ans qu'il est chargé de mission au Conseil d'Air de la région, où il est chargé de l'identité kanak
et de l'impact des politiques publiques en ce qui concerne le monde coutumier. Il a été sénateur coutumier de 2010 à 2015. Il a été président du Sénat coutumier également. Donc, il nous apporte, Jean, cette intelligence, cette compréhension, cette connaissance du monde kanak et du monde coutumier. Et en même temps, il a fait un parcours. C'est ça qu'il faut intégrer. Et c'est ça que nous, on a intégré, en tout cas à Calédonie Ensemble. Il a fait un parcours. Il dit toujours une chose dans ses discours, Jean. Il dit, en 85... Et on a vérifié ce qu'il disait, et c'est un chiffre exact. Il a dit en 85, les indépendantistes représentaient 58% des voix. Et non, les non-indépendantistes, pardon, représentaient 58% des voix, les indépendantistes 42. 35 ans après, on est à 57-43. Il dit, la vérité, c'est qu'on n'a pas bougé. Donc il faut inventer un ailleurs. Il faut sortir des vieux sillons pour construire autre chose. Et moi, je le dis franchement, admiratif, parce qu'on connaît la pesanteur culturelle dans le monde kanak. On sait comment les choses se passent, on ne va pas se la raconter au micro tous les deux. D'arriver à sortir de ce sillon pour verbaliser les choses comme il le fait, avec la légitimité coutumière qui est la sienne, il faut avoir beaucoup de courage. Donc moi, je salue le parcours de Jean, ce coming out, en quelque sorte, et le fait qu'il accepte d'apporter son intelligence et son expertise à notre liste. Bon, on a vu la liste. Vous n'avez pas parlé d'Eugène Ukewe? Ah ben, je ne pouvais pas parler de tout le monde. On ne peut pas parler des 50. Non, mais Eugène, c'est quand même important pour moi, pour nous, pour Calédonie Ensemble. Vous savez, Ukewe, moi, j'ai connu Dick Ukewe quand il était... On va vous dire que vous faites un peu de récup, que c'est facile. Il y a souvent des élus qui changent de liste, d'étiquette. Oui, mais enfin, Ukewe, c'est pas un nom quelconque dans l'histoire du pays. Dick Ukewe, moi, je l'ai connu quand je suis rentré au gouvernement. Je rappelle que j'ai été directeur de cabinet d'un membre éminent du gouvernement de l'époque, du gouvernement Ukewe. Et c'est là où j'ai connu Dick. C'était Denis Millard. C'est ça, exact. Denis Millard qui Je connais mon histoire calédonienne. Bah, j'en doute pas, vous étiez d'ailleurs déjà en service à l'époque, je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai également connu Dick Ukewe, oui. Voilà. Et ensuite, j'ai été son directeur de cabinet à Dick Ukewe quand il était président de l'Assemblée territoriale à partir de novembre 1985. J'étais là aussi un jeune homme de 26 ans. La stature de Dick, plus personne s'en souvient, sauf les anciens aujourd'hui, était immense. Et le travail que Dick avait accompli en métropole, à l'égard de l'opinion publique, pour faire en sorte que l'opinion métropolitaine soit en faveur de la Calédonie française, a été décisif, à mon sens, dans le résultat du combat qui a été mené par Jacques Lafleur et qui a permis d'aboutir aux accords de Matignon et à ces 30 années de paix. Donc que Eugène, aujourd'hui, fils cadet de Dick, soit avec nous, c'est pour nous quelque chose d'important, parce qu'il apporte aussi son histoire. Et vous avez vu qu'on a mis la poignée de main, vous m'en avez pas parlé, mais donc j'anticipe. Attendez, j'ai pas encore eu le temps de vous parler de tout. On a mis la poignée de main comme illustration de notre campagne. Certains vous reprochent, et vous le savez, de préempter un peu la poignée de main, alors qu'elle appartient, vous en serez d'accord avec moi, à tous les Calédoniens, pas plus à Calédonie Ensemble qu'aux autres partis. Elle appartient pas plus à Calédonie Ensemble qu'aux autres formations politiques. Elle fait partie du récit collectif, de notre patrimoine collectif. Mais nous, on considère à Calédonie Ensemble, aujourd'hui, on est libre de le faire, on considère qu'on est les héritiers de cette poignée de main et que la philosophie qu'on développe aujourd'hui dans cette campagne, elle s'inspire directement du courage et des convictions de ces deux hommes, des convictions opposées qui ont su, à un moment donné, être plus grands que leur vie, sortir de leur moule pour décider de construire un pays. Donc voilà, on est totalement là-dedans. D'ailleurs, on est les seuls qui proposons, à l'occasion de cette campagne, autre chose que le deux référendums binaires qu'on essaye de nous présenter comme des portes de sortie pour l'accord de Nouméa. Ces deux référendums, vous le savez... on va en venir justement. Allons-y, pardon, excusez-moi. On va en venir à votre programme. Maintenant qu'on a vu la liste, on a vu presque les 50, donc c'est pas mal. Le programme, il y a deux aspects, je crois, qui intéressent les Calédoniens pour ces provinciales. C'est d'une part la gestion quotidienne, la gestion économique, avec, vous le savez, une inquiétude. Vous parliez de la crise économique. Les finances de la Calédonie vont mal. Comment vous pouvez redonner confiance aux Calédoniens sur ce plan-là, alors qu'on en parlait il y a un instant, on reproche beaucoup la politique qui a été menée ces derniers mois et la pénalisation notamment du secteur économique. Les chefs d'entreprise ont l'impression d'avoir été maltraités. Oui, les chefs d'entreprise ont l'impression d'avoir été maltraités. Les chefs d'entreprise demandent depuis une bonne quinzaine d'années la mise en place d'une TVA, ce qu'on appelle aujourd'hui la TGC. Elle a été réclamée à corps et à cri par le MEDEF, à grand renfort de conférences de presse et d'assemblée générale. Qui a mis en place cette TVA qu'on appelle chez nous TGC? C'est Calédonie Ensemble, dans des conditions qui n'ont pas été simples, parce que quand on bouge 50 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire un tiers des recettes fiscales du pays, c'est sûr que ça crée quelques turbulences, que c'est également un changement de modèle, je dirais, culturel au plan économique, puisque jusqu'à maintenant on payait les taxes à l'entrée et que désormais c'est une taxe à la consommation. Pour autant,
Je considère 3 éléments. Premier élément, pas d'inflation. C'est quand même champion du monde. Il faut aller voir ce qui s'est passé en Polynésie quand, à la fin des années 90, ils ont mis en place la TVA. Deuxième élément, sur des secteurs hypersensibles comme les pièces détachées automobiles ou les produits alimentaires, le dispositif qu'on a imposé à tout le monde, c'est vrai, de réglementation des prix, des taux et des marges, aboutit à une baisse des produits alimentaires de 7% statisticisés et des pièces détachées de 15% sur 6 mois. Donc c'est une deuxième victoire. Et troisième victoire, et pas la moindre, c'est que le rendement est au rendez-vous. C'est-à-dire que sur le premier trimestre d'application de la taxe, c'est-à-dire le dernier trimestre 2018, on a un rendement qui est aux alentours de 12-13 milliards, c'est-à-dire le rendement qu'on escompte sur l'année. Mais l'inquiétude, vous le savez, elle est notamment dans le secteur de l'emploi, avec beaucoup de pertes d'emploi ces derniers mois, et elle est sur le plan des finances publiques, avec... J'entends bien ce que vous dites, Elisabeth Noire, mais donc c'est en allant, il y a un certain nombre de listes aujourd'hui, donc sur ma droite non indépendantiste, qui veulent un référendum à tout prix et tout de suite et maintenant, et comme ça on va faire vite rapidement un référendum, et puis comme ça on va lever l'hypothèque. Parlez de votre programme. Non mais ça oui. C'est le programme. Et le programme du FLNKS, c'est pareil. Donc rassurez-vous qu'ils sont indépendantistes ou non indépendantistes, ils sont aujourd'hui tous les deux dans la même ligne. Ils auraient dû d'ailleurs faire une liste commune pendant qu'ils y sont, puisqu'ils veulent tous le même référendum. Bon, pas la même réponse, mais le même référendum. Nous, on est les seuls dans cet espace qui produisons un autre concept. On dit, au lieu de ces deux référendums d'avenir opposés, qui vont nous faire entrer dans un tunnel de confrontation, de rapport de force, d'opposition, de tension entre Calédoniens, et un tunnel de crise économique, parce que bien évidemment, si on pose tous les 2 jours une question aux Calédoniens pour ou contre la dépendance, ça favorise pas ni l'investissement des entreprises, ni la consommation des ménages. Et ben, au lieu de rentrer dans ce tunnel de confrontation, de référendum d'avenir opposé, entrons dans un chemin de conciliation pour faire un seul et unique référendum sur un avenir partagé, c'est-à-dire qu'entre indépendantistes et non indépendantistes, comme on a su le faire lors des accords de Matignon, comme on a su le faire lors de l'accord de Nouméa, on trouve les points d'équilibre, les compromis qui nous permettent de construire un consensus. Vous connaissez votre histoire politique comme moi. Vous savez que dès 2009, Pierre Frogier a fait cette proposition. Pourquoi est-ce que vous êtes entré en opposition frontale au lieu de travailler ensemble à cette solution qui pourrait être effectivement une solution d'avenir pour la Calédonie? Est-ce que vous me permettez de faire 2 ou 3 petits correctifs historiques, Elisabeth Noire? Rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout. Alors, le premier correctif historique, celui qui a été à l'origine de cette proposition, c'est pas Pierre Frogier, c'est Jacques Lafleur. C'est le petit livre rouge qu'il a édité avant les élections provinciales de 2004, qu'il a d'ailleurs perdu, où à la fin, avant dernière page, vous avez en caractère gras dans le texte un encadré, où il propose explicitement une solution consensuelle à la fin de l'accord de Nouméa. Mais bien sûr, non, mais je mettais pas Pierre Frogier et Jacques Lafleur en opposition. Je veux dire, c'est l'idée, accord de Matignon, accord de Nouméa, on essaie de trouver une sortie qui ressemble. Non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas embrayé à ce moment-là? Deuxième correction historique, Elisabeth Noire. En 2009, Pierre Frogier ne fait pas campagne sur une solution consensuelle. La thématique de la campagne de 2009, c'est il faut purger l'indépendance, je cite, dès 2014, afin qu'après on n'en parle plus. C'est nous, à l'époque, Avenir Ensemble, Calédonie Ensemble, qui étions sur la solution consensuelle. Pierre Frogier c'est des corrections historiques, donc elles ont une importance relative, donc je vais m'arrêter là. Mais Pierre Frogier n'a fait ressusciter la solution consensuelle qu'au moment des 2 drapeaux, c'est-à-dire à partir de 2010. Un peu avant fin 2009. La solution consensuelle, elle n'est pas pareille avant le référendum du 4 novembre 2018 et après. Je m'explique. Quand on fait la promotion d'une solution consensuelle avant le référendum du 4 novembre 2018, on l'a fait dans un espace politique qui n'est pas délimité, puisqu'au total, quid du rapport de force entre indépendantistes et non indépendantistes? On a effectivement les résultats des provinciales, mais un référendum, c'est pas le résultat des provinciales. C'est autre chose, c'est un autre type de vote. Et donc nous, on considère que désormais, ce référendum d'avenir partagé qu'on propose aux Calédoniens, au lieu des 2 référendums qui vont nous opposer, il a un périmètre qui a été déterminé. Ce périmètre, c'est le 57-43, c'est le périmètre du 4 novembre 2018. Et on aura beau poser la question 10 fois chaque année, on va se retrouver dans ce périmètre, puisque c'est le même corps électoral qui va répondre à la même question. Donc, un consensus à construire dans ce périmètre, c'est un consensus où, bien sûr, il faut qu'on aille les uns vers les autres, c'est clair, on ne reste pas chacun sur notre aventin, mais c'est un consensus qui, politiquement, se situe pas dans le même espace et avec les mêmes bornes qu'un consensus avant le référendum. Quels interlocuteurs pour éviter ces 2e et 3e référendums? On sent bien, vous allez me dire que c'est une posture et on peut tous le comprendre, mais qu'aujourd'hui les indépendantistes restent dans l'accord, tout l'accord, rien que l'accord, ce qui était derrière votre position aussi il y a quelque temps, et ils disent il faut aller au 2e et au 3e et on n'en bougera pas.
Non, j'ai défendu avant le référendum la position suivante. Je renvoie à mes écrits et au congrès qu'on a tenu sur le sujet, au moins 2, la nécessité d'aller au bout de ce référendum et d'en faire un référendum éclairé. C'est la position que nous avions adoptée, c'est-à-dire d'éclairer les 2 branches de l'alternative. On n'a pas pu aller au bout de cette démarche puisque on était assez solitaire dans notre démarche et au total, on l'a éclairé d'une matière qui était fédératrice, c'est la charte des valeurs calédoniennes que nous avons signée avec les indépendantistes ainsi que le bilan politique partagé de l'accord de Nouméa, qui était une manière de dire qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, on partage des valeurs et un jugement identique sur l'accord de Nouméa. Oui, mais justement, ça revient à la question que je viens de vous poser. Vous avez signé une charte de valeurs avec les indépendantistes. Quelques semaines après l'avoir signé, quelques jours même peut-être, Daniel Goa qualifie les non-indépendantistes d'axe du mal. C'est quoi les vraies valeurs? Oui, est-ce qu'elles sont partagées ou est-ce que c'est simplement mettre une signature en bas d'un document? Non. Enfin, Daniel Goa a dit des choses sur le sujet qu'il n'aurait pas dû dire. Je l'ai d'ailleurs contré à ce moment-là d'une manière très ferme. J'étais invité à l'émission du dimanche soir sur Nouvelle-Calédonie Première et je l'ai dit non. Il y a bien sûr des choses qu'on ne doit pas dire. On ne peut pas signer une charte de valeurs et ensuite parler d'axe du mal. Il a dérapé, c'est regrettable, mais enfin, vous savez, quand on fait de la politique, parfois on dérape et il faut savoir le reconnaître. Donc, non. La charte des valeurs calédoniennes a été signée, elle a été assumée par les indépendantistes, ils en ont d'ailleurs largement parlé pendant cette campagne référendaire, et je crois qu'elle ancre un certain nombre de choses que nous partageons, même si nous sommes idéologiquement opposés. Il y a un peuple calédonien, il y a un vivre ensemble calédonien, il y a une démarche commune. Un peuple calédonien, vous savez que c'est aussi une notion qui est contestée. Alors elle est contestée par certains, mais... Allez-y. On va pas revenir sur tous les termes. Non, parce que là, on va passer 5 heures ensemble, Elisabeth. C'est pas que je n'y prends pas de plaisir, mais vous avez des obligations cet après-midi et moi aussi. Donc on va devoir, hélas, séparer. Donc sur le référendum d'avenir partagé que nous proposons, nous considérons que les interlocuteurs, au contraire, sont au rendez-vous. Si Paul Néautine a décidé de, une nouvelle fois, diriger la liste du Nord, si Daniel Goa dirige également celle de l'UC dans le Nord, si Roch-Ouamitan dirige celle du Sud, ça témoigne de quelque chose. Ça témoigne qu'il y a une génération, qui est celle des accords de Matignon et de Nouméa, indépendantiste, qui a donc tout le vécu de l'histoire, qui a donc tout le patrimoine de ce vivre ensemble et de ce processus de décolonisation et d'émancipation qui a été effectué au sein de la République, qui est prête à assumer ses responsabilités dans le cadre de la sortie de l'accord. Alors vous me dites, oui, mais aujourd'hui, ils disent référendum, Kanaki, point barre. Hors de Kanaki, point de salut. Moi, je dis, on verra bien après. Je rappelle que quand Jacques Lafleur va voir Jean-Marie Tjibaou pour les accords de Matignon, c'est juste après la grotte d'Ouvéa, il y a 25 morts au tapis. Et qu'est-ce qu'il dit, Jacques Lafleur? Il dit Jean-Marie Tjibaou, c'est un terroriste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut dissoudre le FLNKS par décret en Conseil des ministres. Et Jean-Marie Tjibaou a des mots aussi peu amènes sur Jacques Lafleur. Un mois après, ils se sont serrés la main, ils ont signé. Donc, ce qui relève de la vulgate politique, il y a ce qui relève de la vulgate politique, de l'idéologie, des campagnes électorales, des postures, parce qu'on veut rassurer un électorat qui est pour une part notamment au FLNKS captif, et puis il y a ce qui relève de la réalité politique. Et moi je dis, il ne faut pas prendre Paul Néautine, Roch-Ouamitan et Daniel Goa pour des petits poulets du jour. Ils ont quand même 35 années d'existence politique, les uns et les autres. Ils savent que les 18 000 voix d'écart entre indépendantistes et non-indépendantistes, c'est pas comme le sucre dans le café, c'est pas soluble, ça va pas disparaître, qu'on pourra poser 2 fois la question supplémentaire aux Calédoniens et que ça changera pas le résultat à la sortie, où il sera du moins à peu près équivalent. Donc, le sujet, c'est comment, une fois qu'on a intégré ce fait politique, qui est le fait politique du référendum, comment on arrive à retrouver des équilibres entre nous, des équilibres intelligents qui nous permettent de ne pas nous opposer, de continuer à construire le développement économique et à construire le vivre ensemble. C'est ça le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. Oui, tout le problème est là, et c'est aussi les inquiétudes qu'on a entendues ici ou là, c'est quelles concessions peuvent encore être faites aux indépendantistes, puisque dans une négociation, il y a des concessions de part ou d'autre. La frontière est très fine entre la très large autonomie et l'indépendance. Est-ce que l'indépendance association est une solution qui, pour vous, pourrait être celle qui est trouvée? Radicalement, définitivement, irrémédiablement opposé à toute forme d'indépendance association. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que l'indépendance, il y a une marche avant et il n'y a pas de marche arrière. Mais l'association, il y a une marche avant et une marche arrière. C'est-à-dire qu'on peut être associé à un moment donné et peut être désassocié à un autre moment. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ce type de concept qui, à mon sens, peut apparaître esthétiquement au plan politique comme une solution adaptée, mais qui, au fond, est une solution extrêmement risquée. Parce qu'un petit pays comme le nôtre, 300 000 habitants, c'est un immeuble à Shanghai. 64 millions d'habitants, c'est un immeuble à Shanghai. 300 000 habitants comme ça, qui décident
d'être souverain de manière pleine et entière et qui, à la sortie, se retrouve à la merci de tous les prédateurs de la région, et notamment de la Chine, c'est quelque chose qui, à mon avis, serait totalement irresponsable. Alors, où mettre le curseur et comment trouver une solution que les indépendantistes puissent accepter? Ça se construit, ça ne se décrète pas. On n'arrive pas en décrétant le consensus. Un consensus, ça se construit autour d'une table. Quand on est parti sur la charte des valeurs, on était à des opposés d'une distance considérable. Et on a réussi, 120 heures de discussion, à se rapprocher, à trouver les mots pour parler des valeurs républicaines, les indépendantistes en parlent, des valeurs kanak, les non-indépendantistes en parlent, et des valeurs chrétiennes, on en a parlé ensemble, d'une façon qui soit susceptible d'être acceptée la et charte, tolérée. c'est un document, c'est pas comme un statut qui va devoir engager l'avenir des Calédoniens. Le préambule, c'est qu'un document aussi, et vous savez très bien, comme moi, Elisabeth Noir, l'importance du préambule. Attention aux documents, parce qu'on dit que c'est pas concret. La charte des valeurs n'a pas la même portée, vous en êtes bien conscient. Vous avez un raisonnement très occidental. La civilisation kanak, c'est une civilisation de symboles. C'est ça qu'il faut comprendre avant toute chose. Ce qui était le plus important pour les indépendantistes dans le cadre de l'accord de Nouméa, c'est le préambule. C'est ce qu'ils avaient appelé le préalable du geste fort. Oui, mais je vous dis, la charte des valeurs n'a pas la même Non, ça n'a pas la même portée. Ce que je veux expliquer, c'est que la situation dans laquelle on est, c'est plus une situation de symbole à construire ensemble que de discussions institutionnelles à ajuster au millimètre près. C'est plutôt ça, comment on arrive, comme on a réussi à le faire avec le préambule, c'est-à-dire à reconnaître l'histoire de la colonisation et la légitimité de ceux qui ont construit le pays pour également décider de son avenir, comment on arrive aujourd'hui à continuer à conjuguer souveraineté, c'est la demande des indépendantistes, et république, c'est notre demande. Quels sont les points d'équilibre qu'on peut trouver entre les deux? Comment on peut faire de ces notions qui sont toujours présentées comme des notions opposées, des notions antinomiques, des notions complémentaires? Moi, je dis toujours, Elisabeth Noir, l'émancipation et la décolonisation, c'est pas l'antichambre de l'indépendance, c'est l'antidote à l'indépendance. Et que si on veut continuer notre chemin au sein de la République, il va falloir faire preuve à la fois d'intelligence et de respect des convictions de ceux qui ne pensent pas comme nous. L'État avait évoqué des discussions après les provinciales. Vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il s'intéresse au dossier ou est-ce que vraiment, pour l'instant, la Calédonie est sortie des radars nationaux? Je crois qu'ils ont 2 ou 3 gilets jaunes sur la voie publique qui leur causent quelques difficultés. Il ne me semble pas que le dossier calédonien soit au cœur de leurs préoccupations actuellement. Donc c'est des initiatives qui vont devoir être prises localement plutôt? Moi, j'ai toujours été favorable à ce que nous prenions des initiatives entre Calédoniens. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire on s'émancipe, on se décolonise, on est dans le domaine de la souveraineté partagée, puisque l'État exerce sa souveraineté dans le domaine des compétences régaliennes, et nous exerçons notre souveraineté dans tous les autres domaines de compétences, et puis en même temps être toujours en attente des initiatives de l'État pour faire quelque chose. Je trouve d'ailleurs que les indépendantistes là-dessus sont assez contradictoires ou assez schizophrènes. Bon. Nous, en ce qui me concerne, donc, on considère que c'est entre Calédoniens qu'on doit prendre des initiatives. Mais, principe de réalité, force est de constater que quand l'État prend des initiatives, les indépendantistes se mettent plus facilement autour de la table que quand c'est les non-indépendantistes qui prennent des initiatives. Et donc, je crains, ça se passera en tout cas comme ça, que c'est l'État qui réamorce le processus de discussion entre nous. Mais si c'était possible, moi, au lendemain du 12 mai, nous, on souhaite que le dialogue soit réinitié à notre niveau, en Nouvelle-Calédonie, entre gens du pays. Peut-être que 30 ans après Matignon et Nouméa, où c'est l'État qui avait pris l'initiative, même si la responsabilité a été une responsabilité politique locale, qu'on montre que plus de 30 ans après l'accord de Nouméa, on passe une nouvelle étape, c'est les Calédoniens qui prennent des initiatives pour construire le pays d'après. On va en venir au 12 mai. Vous aviez 16 sièges dans l'Assemblée sortante, 15 sièges au Congrès. C'est quoi vos objectifs pour le 12 mai ? Je considère qu'on doit pouvoir, le 12 mai prochain, en ce qui concerne la province sud, puisque vous me parlez de la province sud... c'est là où vous conduisez la liste. C'est là où je conduis la liste, mais vous avez en même temps parlé du Congrès. Alors, comme vous le savez, on avait 2 élus Congrès également issus de la province nord, et j'espère, malgré les turpitudes louécotiennes, qu'on aura un siège en province... elles sont bien partagées, les turpitudes, dans le nord et dans les îles. Un mot sur la province des îles. On va pas avoir le temps, Un tout petit mot, pour dire que simplement que Philippe Dunoyer, avec Annie Caëzé, fait au premier tour des élections législatives 700 voix, et que Sonia Backès avec Simon Lecotte en fait 100. Donc le parti qui fait 7 fois plus de voix sur les îles Loyauté, il a quand même vocation à tirer la liste à l'occasion des élections. Vous voulez combien de sièges dans le sud ? Donc dans le sud, moi je considère que nous devrions améliorer un peu nos résultats de 2014 et nous retrouver, je vous donnerai une fourchette, je dirais entre 15 et 18 sièges en province sud. Je souhaite que dans le Nord, avec la liste remarquable qui a été constituée avec Gérard Poadja, Valérie Souris-Lavergne, Pierre Delumeau, Yasmina Metzorf et Bernard Nénou, qu'on puisse retrouver les 2 sièges que nous avions au Congrès et 3
dans l'Assemblée de la province Nord, et que nous restions, c'est important pour nous, Calédonie Ensemble, c'est pas un parti comme un autre, c'est pas un parti de la ville, c'est un parti de la ville, des vallées, des tribus et des villages, c'est un parti de la Grande Terre et des îles Loyauté, qu'on puisse retrouver notre situation actuelle au Congrès, c'est-à-dire d'être la première formation politique de Nouvelle-Calédonie. Et après quelles alliances ? La seule pluriethnique. Il n'y aura aucune majorité, ni à la province, ni il n'y a jamais de Congrès. majorité au Congrès. Le seul moment où il y a eu une majorité au Congrès, c'est en 1989, le rassemblement RPCR à l'époque, tiré par Jacques Lafleur, avait fait 27 sièges. C'est le seul moment où il y a eu une majorité au Congrès. Depuis lors, il n'y en a jamais eu. Alors ces derniers temps, on vous a beaucoup reproché de faire une alliance avec l'UNI et le l'UC au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est le même scénario qui va être reproduit, ou est-ce que vous envisagez là, dans la période particulière de la Nouvelle-Calédonie, d'envisager d'autres alliances ? Non, il n'y a aucune question d'alliance avec quiconque. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est un sujet politique. Si un autre référendum est organisé en novembre 2020, notre réponse à Calédonie Ensemble, le mot d'ordre de Calédonie Ensemble, il est simple. Notre pensée, comme celle des autres, se réduira à 3 lettres. N-O-N, donc non à Kanaki. C'est clair, c'est net, c'est précis. Après, en ce qui concerne notre programme économique, social, environnemental et en matière de prévention de la délinquance, c'est autre chose. Nous avons fait un certain nombre de propositions. C'est pas un tract amélioré que nous avons sorti, c'est 64 pages détaillées, chiffrées, étayées sur la société calédonienne en termes de réduction des inégalités, en termes de développement durable, en termes de prévention de la délinquance que nous souhaitons construire. Et là, bien évidemment, les voix, d'où qu'elles viennent, seront les bienvenues pour mettre en œuvre ce programme. Parce que tant qu'on ne réduira pas les inégalités dans notre pays, on aura du mal à faire en sorte que le destin commun, ce soit autre chose qu'un rite incantatoire dans la bouche des hommes politiques. L'hypothèse d'une majorité indépendantiste au Congrès, vous la prenez en compte, ou vous estimez que... L'hypothèse d'une majorité indépendantiste va créer une situation politique très compliquée pour notre pays, puisque l'opinion internationale, l'opinion nationale et l'opinion calédonienne verra que les indépendantistes sont minoritaires dans le cadre d'un référendum, 57-43, mais que la répartition des sièges, c'est-à-dire la surreprésentation de la population du Nord et des îles au Congrès, et la sous-représentation de la province Sud au Congrès, les conduisent à être minoritaires politiquement, mais majoritaire pour gouverner. Et donc cette schizophrénie calédonienne-là, à mon avis, créera beaucoup plus de difficultés encore qu'on en a jusqu'alors, et probablement des difficultés économiques plus importantes. Je pense qu'un certain nombre pleureront cette fois-ci pour quelque chose. Avant de conclure, un mot quand même sur l'actualité judiciaire. Vous vous sentez déstabilisé par les affaires, les auditions d'élus de Calédonie Ensemble dans l'affaire des emplois présumés fictifs, votre mise en examen dans le dossier NCE ? Pas du tout. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait dans le dossier de NCE. Fier d'être mis en examen ? Je suis fier des faits qui me conduisent à être mis en examen dans le cadre d'une procédure qui est totalement infondée. J'ai défendu la garantie de l'État à l'Assemblée nationale. J'ai même fait une vidéo. Je l'ai diffusée, cette vidéo, sur mon site. Elle a eu plusieurs milliers de vues. Donc, c'est pas quelque chose qui a été caché. Mais pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Pourquoi vous n'avez pas démissionné avant ? Puisque vous saviez que vous alliez y être contraint. Pas du tout. Vous mélangez deux choses différentes. Il y a ce qui relève du régime des incompatibilités, qui m'a conduit à saisir le Conseil constitutionnel, qui a dit que la présidence de NCE n'était pas compatible avec un mandat de député. C'est une nouvelle disposition législative applicable seulement depuis 2017. Il y a bien sûr des zones qui sont encore des zones d'interprétation qui ne sont pas totalement et définitivement fixées. Et puis il y a ce qui relève de la prise illégale d'intérêt, qui est complètement autre chose. Qu'est-ce que c'est une prise illégale ? Il y en a une à l'Assemblée. Enfin, ça, oui, pour la prise illégale, c'est le fait que vous ayez voté à l'Assemblée nationale. C'est le fait que j'ai voté c'est-à-dire que la société NCE va contracter un emprunt. Cet emprunt va servir à financer la centrale. J'ai demandé à Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque, que l'État apporte sa garantie à cet emprunt de façon à ce qu'on puisse le faire. L'État, dans la loi de finances, a prévu la garantie de l'emprunt. Je suis intervenu à l'Assemblée pour dire merci au gouvernement d'avoir accordé cette garantie d'emprunt. Et puis à la sortie, je me fais mettre en examen pour prise illégale d'intérêt. C'est un gag, ça relève du gag. Mais la commission locale, c'est parce que vous étiez à la fois président de NCE et que vous siégiez. Pardon ? L'autre mise en cause concerne une commission du Congrès. Même chose, la commission... Si vous n'aviez pas été président, le problème de NCE, le problème aurait été réglé. Elisabeth Nord, je ne peux pas laisser raconter n'importe quoi sur le sujet. Je vais dire très clairement les choses. C'est quoi la prise illégale d'intérêt ? L'exemple caractéristique, caricatural, c'est quoi ? Vous êtes maire, vous attribuez un permis de construire, et avec le permis de construire, vous êtes en même temps promoteur et vous construisez la maison. Voilà, c'est une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est utilisé pour bénéficier d'un intérêt personnel. C'est ça, la prise illégale d'intérêt. Je n'ai strictement aucun intérêt dans NCE. Je suis ni actionnaire de NCE, c'est Enercal, l'agence calédonienne de l'énergie et la SLN qui sont actionnaires. Je n'ai pas de rémunération dans NCE, j'ai pas de voiture, j'ai pas de téléphone, j'ai même pas de papier en tête, j'ai même pas de courrier. Donc je n'ai zéro intérêt dans NCE. Donc cette prise illégale d'intérêt finira dans les poubelles, je dis dans les poubelles de l'histoire judiciaire calédonienne, comme quelques autres procédures d'ailleurs qui m'ont concerné.
Bien. Eh bien, écoutez, nous laisserons la justice faire son travail, de toute façon. De toute façon, à un moment, il y a quelqu'un qui dit le droit en justice. Hein. Vous savez, des fois, des juges, ils disent des choses, et puis il y en a d'autres qui disent autre chose. Quelqu'un finit par dire le droit. C'est pour ça que je suis totalement serein. À un moment, il y a des gens objectifs, honnêtes, qui appliquent les textes applicables, et qu'il n'y a pas d'exemple judiciaire dans toute la jurisprudence de prise illégale d'intérêt pour un intérêt qui ne soit pas un intérêt personnel. On ne peut pas prendre un intérêt qui soit un intérêt public, c'est pas possible. Ou alors plus personne ne peut rien faire dès lors qu'il est élu pour défendre les dossiers du pays. Je suis député du pays, je défends les dossiers du pays. Et on veut m'empêcher de défendre les dossiers du pays. C'est kafkaïen parfois, vous savez, la politique. Tête de liste, on imagine que vous allez vous engager vraiment dans la campagne. D'ailleurs, vous avez l'air décidé à le faire. Je suis archi engagé dans la campagne. C'est pas parce que je suis pas dans la lumière que je suis pas engagé dans la campagne. Il y en a qui méritent d'être dans la lumière pendant cette campagne. Philippe Dunoyer, Philippe Michel sont intervenus à de nombreuses reprises. Nina Julier, Nicolas Metzdorf, Annika Aizé aussi. Demain, vous verrez des filles formidables. Magali Manuel-Allo, Emmanuel Cac, vous allez les découvrir et vous verrez qu'elles ont beaucoup de choses à dire et probablement que ces nouveaux visages contribueront à mieux faire passer les messages que parfois certains anciens. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur Radio Recto.